n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain. Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Bétu. Et bien sûr, c'est avec un réel plaisir, madame, messieurs, qu'on vous retrouve ce matin sur les antennes de Django FM. Conscient en même temps qu'en ce moment, dans la ville de Douala, il pleut énormément. Et bien voilà, nous vous souhaitons, madame, messieurs, la bienvenue sur la radio qui vous donne la parole, la radio qui vous donne l'occasion de comprendre les situations qui gravitent autour du Cameroun et en même temps, la radio qui libère, entre autres, les énergies du point de vue de la pensée. Penser en même temps ou encore comprendre les réalités qui nous entourent et laisser son point de vue reste entre autres des missions propres à la construction d'un idéal social, propre à chacun d'entre nous. Ayant cette date aussi importante pour l'histoire du Cameroun, 6 avril 1984, 6 avril 2024, ce matin, mesdames, messieurs, on va poser un tout petit peu le pied sur ce fait. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que s'est-il réellement passé le 6 avril 1984 ? Et que s'est-il passé 40 ans après ? Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce coup d'État de 1984 ? D'ailleurs, nous écouterons justement ce matin en thème d'extrait, oui, effectivement, les discours des putschistes d'un côté et de l'autre côté, la sortie de M. Paul Biya qui revenait simplement de prendre le pouvoir après avoir occupé, entre autres, certaines fonctions, mais qui était rentré et reconnu comme étant le chef de l'État. Mesdames, Messieurs, souvenir, 40 ans après, 6 avril, nous sommes en 2024. Quel est, bien évidemment, votre regard ? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et parlons bien évidemment du deuxième sujet ce matin sur notre antenne. Nous tenterons bien évidemment de mieux comprendre ce qui peut s'apparenter à une course vers les élections présidentielles, municipales et législatives sans résolution de la crise anglophone. Comment voter dans la guerre? La francisation du nord et du sud-ouest Cameroun se poursuit-elle? Dans quel cadre pourra-t-on battre campagne dans cette partie du pays en proie aux violences depuis 7 ans aujourd'hui? Quel profil, à votre avis, d'ailleurs, serait utile pour rassembler ses compatriotes vers une nouvelle vision du Cameroun? Les promesses ou la promesse de réécrire la Constitution peut-elle être un atout majeur pour l'électorat de la partie anglophone? Comment unir les deux Camerouns pour un nouveau destin après, ou avant, ou dès 2025? Laissons parler les gens. Libérons la parole. Alors comment? Tu prends d'abord l'élément ou bien j'ouvre le défaut? Tu prends d'abord l'élément ou j'ouvre le défaut? Si jamais vous prenez l'écoute de l'émission, laissons parler les gens sur Django FM à l'instant, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Et parlons naturellement des faits, vous savez, nous sommes le 6 avril, vous n'oubliez pas que le 6 avril 1984, le Cameroun avait connu ce qu'on appelait un coup d'État qui tentait simplement de renverser le président actuel aux affaires, M. Paul Biya, qui venait simplement de prendre les rênes du pays. Et les putschistes avaient choisi de faire entendre leur voix à travers un communiqué qui aurait tenté d'être diffusé sur les antennes de la chaîne nationale qui malheureusement n'avait pas été le cas. Entre-temps, ils ont fait entendre leur voix sur les revendications qui étaient les leurs et 2 jours après, on a également écouté le président de la République, Paul Biya. Nous tenterons ce matin en retour, en rétrospective historique, d'écouter à la fois les putschistes ce qu'ils avaient émis comme idée. Nous tenterons en même temps d'écouter M. Paul Biya sur les déclarations qui étaient les siennes à ce moment-là. Madame, Messieurs, fait d'histoire ce matin, nous vous prions bien évidemment de rester très concentrés, de tendre l'oreille, car ce qu'ils avaient à dire, ils l'ont dit, et nous tenterons naturellement ce matin de mieux les saisir. L'armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande à Biya, de leur tyrannie, de leur escroquerie et de leur rapine incalculable, inqualifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l'unité nationale de notre cher pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours de ces 15 derniers mois qu'a duré le régime Biya, les heures les plus noires de son histoire. Son unité mise en péril, la paix interne troublée,
sa prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie. Chers compatriotes, vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Les libertés fondamentales du citoyen telles que énoncées par la Déclaration des droits de l'homme n'étaient jamais respectées. La Constitution était ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents, propulsés à la tête des rouages de l'État, agissaient avec, comme pour seule devise, non de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Enfin, vous pouvez juger du discrédit jeté sur le Cameroun par la parodie de justice que constitue le dernier procès. Aussi, il était temps de trancher le nœud gordien. C'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement JOSE, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens. Le peuple camerounais et son armée viennent de remporter aujourd'hui une grande victoire sur les forces du mal, et cette victoire sera célébrée par l'histoire avec l'honneur qui lui est dû. Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale, et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et des télécommunications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h. Par ailleurs, la Constitution est suspendue. L'Assemblée nationale dissoute. Le gouvernement est démis. Tous les partis politiques sont suspendus. Tous les gouverneurs des provinces sont relevés et enfin, sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d'unités opérationnelles sont déchargés de leurs fonctions. L'officier subalterne, le plus ancien dans le grade le plus élevé, prend le commandement. Vive les forces armées nationales, vive le Cameroun. Voilà, vous l'avez bien écouté. C'était en 1984. Et là, bien évidemment, les putschistes vont faire entendre leur voix. Je rappelle que cet extrait qu'ils avaient tenté de faire écouter à travers la radio nationale, malheureusement, n'avait pas été diffusé. Et puis, les putschistes dans les studios de la radio nationale ne se sont pas rendus compte que le technicien metteur en onde de cette époque-là avait simplement baissé le curseur. Entre autres, Paul Biya est ressorti 2 jours après afin de se faire entendre sur ce coup d'État. Nous écoutons le chef de l'État.
Voilà. Discours de M. Paul Biya le 7 avril. Oui, 7 avril, pas 8 avril. Le 7 avril. Discours enregistré à la radio nationale et diffusé, bien sûr, le 7 avril 1984. L'antenne, bien sûr, ce matin, vous appartient, madame, messieurs. Quel souvenir gardez-vous de ce moment historique du Cameroun? 6 avril 1984, 6 avril 2024, 40 ans après. Quel est bien évidemment votre regard sur ce coup d'État? Est-ce qu'il y a parmi vous ce matin des parents, des gens qui l'ont vécu, qui pourront nous raconter ce qu'ils ont vécu? Comment est-ce qu'ils ont passé ces heures-là? Qu'est-ce qui pouvait bien évidemment justifier le climat de cette époque-là? Nous souhaitons bien évidemment que ceux-là qui ont quand même un vécu assez important nous appellent ce matin et raconte l'histoire aux générations actuelles. Ouvre la bouche, restitue les faits, essaye en même temps de mieux analyser la situation de 84 et bien évidemment comprendre les propos des putschistes, comprendre la position du chef de l'État, Paul Biya, que tout ça fait depuis 41 ans déjà. Vous nous appelez ce matin, madame, messieurs, au 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Ouais, bonjour Michel. Comment nous vous appelons? Moi, c'est Félix du dernier photo. Félix, justement, ce matin, 6 avril, quel est votre souvenir? Je ne vais pas vous mentir, lorsque j'ai suivi la première partie qui venait à peine de faire l'émission, lorsque j'ai suivi le premier discours, vraiment, j'ai sauté de joie. Je croyais que c'était réel. Ah non. D'après quand je vous ai reçu, j'étais dans la sortie pour danser. Non. D'après que je vous ai suivi, j'ai dit, non, ce n'était qu'un rêve. Non. Vous n'allez pas vous amuser comme ça quand même, Félix. Hein? Non, je vous dis la vérité, quand j'ai mis la radio, j'ai suivi, j'ai commencé à jubiler, à danser, Non, on vous laissera pas jubiler. Nous sommes dans l'histoire. C'est le 6 avril 1984. C'était bien sûr la sortie des putschistes. Et le lendemain, Paul Biya est sorti. Quel est justement votre souvenir? 6 avril 1984, moi j'étais à Yaoundé, j'étais au quartier Ngouaïtélé. Mon papa était militaire. Et il avait pris la garde cette nuit-là à la prison de Kondengui. Oui. Parce que c'était un moment où c'était les militaires qui gardaient la prison de Kondengui. Vraiment, nous avons eu tellement peur pour lui. Quand cette affaire-là a déclenché, parce que nous étions, en plus, nous habitions auprès de au quartier général. Oui. Nous étions à 500 mètres du grand camp militaire, le quartier général. Vraiment, sans vous mentir, c'était tellement chaud. Mais on ne savait pas ce qui s'est passé. Et le matin, lorsque nous sommes sortis, on a commencé à écouter, rien n'est passé, les radios, il n'y avait que la musique. Et il n'y avait que la musique qui passait, il y avait que une seule chaîne de radio. Et c'était que la musique qui passait. C'était la musique militaire qui passait. On n'a eu rien. On disait qu'est-ce qui se passe. Et quand nous quittons, on voit un peu vers le quartier général. On constate vraiment qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là. On essaie d'aller vers l'Assemblée nationale, vers le stade militaire, qui est devenu le stade de Ngouaïtélé. On descend chez le général, on voit comment le chez lui a été bombardé franchement. Et on n'a pas imaginé vraiment ce qui s'est passé. Et c'est là où on entend qu'il y a une tentative de coup d'État. On a commencé à arriver à en parler. Et sinon, c'était tellement chaud. C'était très chaud. Alors, notre fierté, nous avons retrouvé la sérénité quand notre papa est revenu à la maison. Et pour revenir, ce n'était pas facile, hein, parce que c'était un moment où il est revenu 3 jours après, quand l'armée avait déjà essayé de prendre la tendance, puisque c'était les gendarmes qui étaient derrière ce coup d'État, les bérets rouges. Oui. Quand les bérets rouges prenaient dans la tendance, il a tué les bérets rouges. Il est revenu, ce jour-là, il est revenu avec les gendarmes avec laquelle ils avaient pris la garde ensemble. Ouais, ce n'était pas tous les gendarmes qui étaient impliqués dans ces coups. Mais ceux qui étaient impliqués dans ces coups d'État, c'était uniquement la garde républicaine, qui aujourd'hui a appelé la garde présidentielle. Et à l'époque, c'était les gendarmes des bérets rouges.
Nous avons les appelés les noirs. Oui. C'est donc eux qui gardaient le président Aïe, après, bon, Aïe a été pour bien pour grâce, fini la même garde. Bon, ce jour-là, quand il est revenu à la maison, il est revenu avec un béret rouge. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont échangés, je vais encore le souvenir, ils se sont échangés tout simplement. Le béret rouge, il avait tourné son béret. Donc, quand on tourne le rouge, quand on tourne, on porte à l'envers, ça devient noir. Et maintenant, mon papa lui a donné le haut, son haut, de tenue camouflée militaire. Et mon papa a pris pour lui le haut. Donc, voilà, donc, il était habillé, il avait mis le haut pour tenue camouflée militaire. Et mon papa avait mis le haut tenue camouflée de la gendarmerie. Mais mon papa avait le béret vert. Et lui, il avait plutôt dedans tourné son béret. Donc, on ne voyait que le rouge, on voyait le noir. D'accord. Il a passé au moins 6 semaines chez nous. Franchement, c'était une chose très... Alors, on va revenir peut-être sur les raisons de ce coup d'État. Raison du coup d'État du 6 avril 1984. Vous avez écouté, bien sûr, ces poutistes dire que la bande Abia, je reprends les propos, puisque c'est de l'histoire, ils sont arrivés et l'impression qu'on a eue, c'est qu'il fallait rapidement se remplir les poches. Cette phrase-là a retenu nos attentions depuis 40 ans aujourd'hui et nous nous demandons, n'y avait-il pas une once de vérité? Oui, mais ce n'est pas que j'aime bien que vous dites la vérité. Ils disent que ça place au chou. Parce que c'est comme si c'était les visionnaires. C'est qu'ils ont parlé de ce que nous vivons aujourd'hui. L'enrichissement illicite, la dégradation de la société, la violation des droits humains, la barbarie, l'arrogance. Mais mon frère, vous vous imaginez, en depuis 84, ça fait combien d'années? 100 ans, je crois que c'est comme 40 ans. 40 ans, 40 ans. 40 ans aujourd'hui, c'est discours à sa place. Je vous dis, j'étais là en train de jubiler. Non. D'accord. On était fait à 2 ans de sa présidence. Il y avait des gens tous ces là. 15 mois. Hein? 15 mois. Il est voilà, à moins de 2 ans, parce qu'il a pris le 6 novembre. Mais, je dis, à moins, en 15 mois, il y avait déjà tout ceci. Mais mon frère, quoi qu'on puisse dire, à une Joseph, pour qu'il aimait le Cameroun. On ne ferait pas, je vous dis la vérité, c'est pourquoi ce discours a sa place aujourd'hui. Mais on ne ferait pas, tu ne pouvais pas voir un ministre volé, un directeur volé. Il est rappelé que si c'est pour un riche, allait faire le commerce. Alors que on est serviteur de l'État, on sert le peuple. Et non, on ne se sert pas, on n'est pas autorisé, on ne dirige pas pour se servir. Mais imaginez, depuis 84 jusqu'à ce jour, ce discours-là, je vous dis, remettez ça sans parler, vous allez voir les Camerounais vont sortir jubilés, vont croire que c'est vraiment tombé. D'accord, merci beaucoup Félix. En même temps, le but n'est pas de venir sur la radio. Il a répété ce que Aïdjo avait dit à Boursan. Rigueur, moralisation. Rigueur et moralisation. D'ailleurs, on a toujours dit que c'est un concept d'Aïdjo et non de Paul Biya. C'est Aïdjo qui avait commencé ça à Boursan. Oui. Dans son discours qui avait duré 15 minutes. Oui. Et le président actuel a l'argent entré au trésor comme de l'eau, M. Michel Gall. L'argent était entré au trésor. Tous ceux qui ne payaient pas les impôts payaient. Tous ceux qui ne payaient pas les taxes payaient. L'argent entrait comme l'or. Le président a vu cet argent, il a dit, nous n'irons pas au fonds monétaire national. Mais la Gambésie a directement commencé. Avec les riches, et ça part des riches. Ils ont pillé. Les professeurs ont donc vu comme ça, ils ont dit non, on reprend le pouvoir. Mais le discours là, c'est comme si c'était des prophètes. C'est ce que nous avons dit. Après donc le coup d'État, il y a eu toujours le règlement de compte. Mes 2 collègues ont souffert parce que c'était des ressortissants du Nord. Ils travaillaient avec eux. C'est parti mettre plus de 6 mois en colonie. Mais quand même, ils sont revenus. Donc, vraiment, tout ce que nous pouvons dire, c'est que si ça continue comme ça, il y aura notre coup d'État. Non, on ne va pas vous laisser le dire sur la radio. Vous n'êtes pas là pour promouvoir un coup d'État au Cameroun. Nous vous demandons simplement d'analyser les motifs de ces poutistes de l'époque et de circonscrire ces revendications avec le temps. 40 ans après, qu'est-ce qu'on doit retenir?
de l'acte de ce coup d'État quand même du 6 avril 84. C'est là le fond du sujet. Allô? Oui, nous vous écoutons, M. Savant. Le but n'est pas de dire à la radio qu'il y aura encore un coup d'État, parce que si vous le dites, c'est vous qui le dites. Ce n'est pas la radio qui prendra sur elle cette responsabilité. Mais si vous le dites, vous savez sur quoi vous comptez, en réalité. Hein. Alors, merci. Il est parti. Je comprends très bien. Oui, voilà. Alors, nous voulons plutôt que vous analysiez en même temps ces revendications et que vous les placez dans le contexte actuel. Vous avez dit que c'est comme si c'était des prophètes. C'est ce qu'on doit retenir, M. Savant. Oui, mais je vous dis que ce que vous nous avez fait passer le discours des putschistes. C'est la même chose. Et du chef de l'État aussi. Regardez à quel niveau est notre pays. Moi, j'ai travaillé sur Aïgo pendant 9 ans Oui. avant d'aller finir chez Paul Biya. Je connais les deux systèmes. Cette fois-ci, là, vraiment, je ne crame pas l'estomac que le jour à cause de la façon dont on gère notre pays. Ça me fait tellement mal. Il y a eu tellement aussi de règlements de compte après ce coup d'État. Nos frères du Nord ont été beaucoup tués. Ce n'était pas sérieux, de fois sans jugement. C'est aberrant. Très bien. Merci beaucoup, M. Savant. C'est bien évidemment une perche que nous vous tendons ce matin, madame, monsieur. Nous voulons parler d'histoire et nous voulons que vous qui avez vécu le coup d'État de 6 avril, venez nous raconter les faits ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Coup d'État raté. Coup d'État raté. Hein? Coup d'État raté. Allô? Ah, allô, bonjour. Oui, madame, bonjour. Oui, vous me suivez bien? Oui, nous parlons ce matin de la tentative du coup d'État de 1984, ce qu'on appelle un coup d'État raté. Quel était votre souvenir, madame? Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? Ça s'est passé comment? Merci, monsieur Michel, et je bénis Dieu pour le frère qui est passé avant moi. Monsieur Michel, c'était vraiment un coup inventé, oui. Parce que, vous savez, les parents aiment les enfants. Je prends l'exemple sur moi. Les parents aiment les enfants. Et quand moi je dis, bon, c'est peut-être Tiwala qui va être après moi, si jamais je ne suis plus. C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Bon, là maintenant, c'est un cas où je meurs. Mais lorsque c'est un cas où tu vis, tu te dis, bon, si je me recule comme ça, je vois Tiwala travailler, je dois lui dire, non, ne fais pas ceci, ça ne doit pas satisfaire la population, fais plutôt comme ça. C'est comme ça que papa Aïdjo, lui, pensait placer son fils qu'il a bien aimé. Oui. Et maintenant, le salaire de son bien-aimé était un mauvais paiement à son père parce que papa Aïdjo ne pouvait pas monter un coup d'État sur le monsieur qui est là actuellement. Donc pour vous, c'était un coup d'État maquillé, c'était pas vrai? Oui, monsieur Michel. Donc pour vous, c'était un coup d'État maquillé, c'était pas un réel coup d'État? Non, monsieur Michel. Le monsieur qu'on appelle Aïdjo ne pouvait pas faire un coup d'État à un enfant qu'il a épuisé toute son énergie pour lui. Il ne pouvait pas. Puisque lui, il n'avait pas mis beaucoup d'affection sur cet enfant, il devait mettre plutôt Samuel et boire. Oui, mais il a mis beaucoup d'affection sur cet enfant et comme il était douce, il n'a pas compris que c'est l'autre tranquille qui peut même le tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Où est le corps du premier président du Cameroun? Nous souffrons à cause de beaucoup de choses. Respectons la tradition, on ne laisse pas le corps de quelqu'un. Avant d'arriver à ce niveau, madame, oui, ce jour-là, véritablement, où étiez-vous? Allô? Oui, mon cher. Le 6 avril, là, vous étiez où exactement, madame? Racontez-nous ce que vous avez vécu. Oui, ce 6 avril, là, j'étais à l'hôpital La Quintine, papa. Oui. J'étais en souffrance pour vraiment, je ne sais pas, je ne peux pas parler dans quelles conditions j'étais, mais quand moi j'ai suivi, quand je sors du coma, je dis non, ce n'est pas Aïdjo qui peut faire ce coup d'État. Tout la Quintini a proclamé que ce n'est pas lui, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas fait. C'était quelque chose qui était organisé pour le déstabiliser, pour lui faire partie du pays. Parce que s'il était là, c'est qu'on ne devait pas nous entraîner à la tombe comme nous sommes là aujourd'hui. Impossible, il ne pouvait pas permettre. Très bien. Alors, on garde en souvenir justement ce matin que vous nous dites que c'était un coup d'État ou une tentative de coup d'État maquillé. Le but c'était quoi concrètement? Si on s'en tient à ce que vous dites, c'était de... C'était une organisation. Vous savez que le régime en place
est quelqu'un qui a cultivé beaucoup de mal. Parce que les religieux que vous voyez là, papa. Les religieux. Les religieux ne sont pas des enfants de Dieu comme nous autres. Oui. Les religieux sont très dangereux. Très dangereux. Si je vous explique ce qu'une religieuse de la mission catholique, ma voisine, a organisé chez moi d'amener un prophète de Saint-Michel. Bon. Et le prophète là m'appelle un matin par mon passage. Bon. Maman, venez. Bon, en tout cas, madame. On a parlé des choses qui ne sont même pas donc vérité, juste à me promettre la mort. Bon, d'accord, on vous a compris. On vous a compris, madame. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin sur la radio. Nous vous prions vraiment de rester dans le thème. Nous voulons comprendre l'état d'esprit des Camerounais de 1984, lors de ce coup d'État manqué, entre autres. Comment vous l'aviez vécu? Qu'est-ce qui s'était passé? Si on vous demande aujourd'hui de réécrire l'histoire de ce coup d'État manqué, qu'est-ce que vous direz justement à la postérité? C'est là aussi que nous attendons bien évidemment nos parents réagir. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Jambo FM. Comment nous vous appelons? Bonjour, Michel. Bonjour. Nous vous appelons comment? Bonjour. Allô? Oui, nous vous appelons comment? Emmanuel Wafou. Emmanuel Wafo. Très mal pour vous demander quel âge vous avez. J'ai 62 ans et j'ai pété le collège Matanten. Matanfen, à Yaoundé. Le collège à Yaoundé. Ah, très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu le 6 avril 84? Je nous étais en congé de Pâques et je préparais mon probatoire. Vous vous rendez compte? Ce que j'ai vécu ce jour-là, je suis sorti, je vivais à la Carrière. Le quartier Carrière. Oui. Nous allons à l'école à pied. C'est que cette maman, la maman qui vient de dire là, la maman ne sait pas où elle est, ne connaît pas ce qu'elle voulait dire. Mais le premier monsieur qui est intervenu, il a dit les choses de l'intérieur. Moi, je ne veux pas les choses de l'extérieur. Je sors donc de la maison, je veux voir tout est déjà désert dans la ville. Quand tout carré était désert, je cherche mon ami parce qu'on faisait les cours de rattrapage pour préparer le probatoire. Nous sommes en congé de Pâques, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Nous descendons, nous allons jusqu'à l'hiver. Pendant qu'on va à l'école, tout est désert. La ville est morte. Personne ne bouge. Mais plus naïf que nous étions, mon ami et moi, Jérôme, on l'appelait, on dit nous nous trouvons à l'école. À l'école, la parée de Matanten était. Mais Matanten, ce n'est pas la radio nationale. Mais aussi curieux, on veut savoir ce qui se passe. Puisque le papa de Jérôme nous a dit, faites attention, c'est dangereux. Vous avez dit que nous faisons l'école de... Nous faisons l'école de rattrapage pendant les congés de Pâques. Vous m'entendez? Parfaitement, monsieur. Nous vous écoutons parfaitement. S'il vous plaît. Nous vous écoutons parfaitement. Voilà. C'est donc comme ça que nous dans notre curiosité, nous rentrons par la maison. Mais on a même un peu, on commence à avoir peur quand il est 10h, 11h, et qu'on constate qu'il n'y aura même pas, pour. Mais nous descendons vers le carrefour, le grand carrefour, c'est pas. Le grand carrefour en allant vers Étudier, en bas de Matanten, on constate que tout est désert. Bataloncac. Merci, voilà le carrefour, Bataloncac. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On marche plus doucement, et je ne sais pas ce qu'on a dans le cœur, on voit subitement les gendarmes, un groupe, avec les voitures, ils font ça à la radio. Premier mort, on constate que c'était un gendarme au sol. Ils n'ont pas peur. On comprend parce qu'on avait ça, c'est ce qu'on appelle coup d'État. Pour une première fois, nous vivons, nous connaissons ce qu'on appelle la guerre. Ce sont des enfants, on ne connaît rien. On comprend que c'était mauvais, il faut fuir pour la maison. Pendant que nous fuyons pour la maison, la radio est en train de lancer une information. Et c'est là où les politiques interviennent pour dire que les gens font comme si c'était rempli les poches très vite. Est-ce que vous avez écouté le discours de ces poutistes en 84? Est-ce que vous aviez écouté le discours? Est-ce que vous aviez, vous, écouté le discours à la radio? Oui, à la radio. Nous pas sur le discours parce que nous étions plutôt... Nous étions dehors. Nous n'étions pas à la maison. On était en train de rentrer à la maison. Pour ça, on savait à quelque chose n'allait pas. C'était très fort de que quelqu'un est sûrement mort. Les commentaires déjà, on a tué tel, on a tué ceci, c'était bon. On savait que c'était mauvais.
Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé un peu lorsque le président Paul Biya a pris la parole le lendemain pour dire ce qui se passait. Parce que nous avons repris les coups à matin et je vous assure, les militaires qui passaient à côté de vous. Ils étaient armés autant, ils mangeaient toute la viande et ils faisaient comme des chiens enragés. Je disais des chiens enragés. Je vous assure, les Camerounais qui disent que la guerre, ils ne savent même pas ce que c'est la guerre. Qu'est-ce que vous mettez dans chien enragé? Ils étaient comment? Expliquez-nous ce que vous aviez vu pour qu'on comprenne. Ils mangeaient la viande, mais quelle viande ils mangeaient? Non, la viande préparée. Nous sommes dans une petite boutique où nous mangeons notre pain à haricot. Oui. Nous sommes déjà à 2-3 jours après l'événement. Les gars arrivent là-bas, vraiment même nous qui mangeons notre pain à haricot. Parce que malgré la guerre, hein, quand vous avez faim, vous avez faim. Malgré notre envie de manger notre pain à haricot, quand ils arrivent, ils disent à la dame, sonne tout ce que tu as. La dame sort, elle veut que nous donnions toute la dame. La maman, cette maman sort la dame. Les gars comme des fous. Ils disent qu'on a fait 3 jours dans les porte-à-porte et dans les vous appelez ça quoi encore là, dans la forêt. Ils vous disent comment ils vivent un peu comme des chiens, comment ils vivent comme des animaux sauvages. Ils ont leur argent en poche, hein, c'est du liquide. Hein. C'est du liquide. Ils ne respectent rien. Donc on est obligé de fuir pour ne pas. On avait peur, quoi. On avait peur. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas menacé. Ils nous ont dit ne faites attention. Rentrez même chez vous. Rentrez même chez vous. Très bien. Oui. Merci pour votre narration. Merci infiniment. On va donner la parole aux autres Camerounais sur la question. C'est très important. Merci, cher monsieur, pour votre intervention. 6 74 39 79 04. Tentez bien sûr de nous appeler, madame, monsieur. Racontez-nous ce que vous avez vécu le 6 avril 84. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bienvenue sur Djambo FM. Nous vous appelons comment? André de Lobeto. Qu'est-ce que vous avez vécu le 6 avril 84? Étiez-vous déjà né? Oui, Michel, en 1984, moi j'avais 12 ans et j'étais aussi M1. Oui, et c'était une période, c'était pendant les congés de Pâques, comme nous le sommes maintenant. Oui. Oui, mais dans l'opinion, comme l'a dit Maman Kado, que dans l'opinion, tout le monde, tous les Camerounais suspectaient le président Amadou Ahidjo de ce coup d'État. Tous les Camerounais. Mais c'était sans avoir les informations fiables. Je veux rappeler que avant le 6 avril 1984, plus précisément en août 1982, en 1983, il y a également eu une tentative de coup d'État en août 1983. Et ce jour, il y a eu des mouvements dont le président de la République, Paul Biya, avait estimé qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Et ce jour, il y a eu, c'est ce jour qu'il y a eu cassure entre lui non, et... j'ai pas compris. Essayez de nous circonscrire. Oui. Redites-le bonnement, simplement pour qu'on puisse comprendre ce que vous voulez dire. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ça commence comment? Oui, je dis bien que en août 1983. En août 1983. Oui, 83. Il y a eu tentative de coup d'État, selon les propos du président de la République. Lequel? Monsieur Paul Biya ou bien Amadou Ahidjo? Paul Biya. Ah, d'accord. Oui. Et le président Amadou Ahidjo, en ce moment, était mis en cause. Alors, il a donc décidé de partir du Cameroun. Il a donc décidé de partir du Cameroun. Et Bello Bouba, qui est aujourd'hui l'actuel ministre du Tourisme, était Premier ministre. Il a aussi décidé de démissionner ses fonctions de Premier ministre. Et puis, avant de démissionner, il a essayé de convaincre les ministres issus de sa région pour démissionner avec lui. Certains ont accepté, certains n'ont pas accepté. Oui. Et c'est dans cette même période qu'il y a eu ce redécoupage administratif des régions, des provinces. Oui. Parce qu'à ce moment, la province du Nord était l'ensemble de tout ce grand Nord. La Damawa, le Maroua, le Nord. Voilà, exactement. Alors, ce jour, il y a eu dans ce découpage.
Alors, ce sont des actes qui ont frustré le président Amadou Ahidjo avec le climat qu'il espérait. Il espérait avec son poulain qu'il n'a pas pu avoir, qu'il n'arrivait pas à avoir, avec le fait qu'il savait qu'étant président du parti, président du parti, le parti passait avant l'État, avant le chef d'État, et que ça ne devait pas, cette pensée ne passait pas. Il a donc décidé de quitter le parti du Cameroun. Donc c'est en août 1983 que Ahidjo quitte le Cameroun. Même chose avec le Premier ministre Bello Magari, qui quitte le Cameroun en août 1983. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé à ce août 1983? Lorsque le président Paul Biya prend le pouvoir, il y a ce qu'on appelle la garde présidentielle, qui est constituée de noirs, comme l'a dit Félix de Poutou. Oui. Ces noirs sont des gens sélectionnés par Amadou Ahidjo, sur-entraînés pour la garde présidentielle. Et maintenant, lorsque Ahidjo devient président, autour de lui, sa garde sont des gens qui le jugent que c'est une autre tribu. Alors, d'où il dit non, je ne me sens pas en sécurité avec ces gens-ci autour de moi, d'où il est important de renouveler la garde présidentielle. Mais ça ne peut pas se faire juste par un décret. C'est là où ça devait, le président juste par un décret, ça devait provoquer des suspicions et même une réaction forte. Et il a donc, comme Maman Kado disait, que marquer un coup d'État pour faire donc cette réforme, changer les membres de la garde, changer cette réforme. Donc pour vous, dans votre narration, justement ce matin, il aurait fallu maquiller un coup d'État afin de mettre de côté ce que vous qualifiez, ou ce qu'on qualifie de noir, et reformer une garde présidentielle à la solde du régime actuel. C'est ce que vous voulez qu'on retienne? Oui, ça c'est celui de août 83, qui était le coup d'État maquillé. Celui de 83, de août 83, qui était donc celui de maquillé. Ouais. Et passant par là, le président de la République a fait bien des réformes dans la garde présidentielle. Très bien. Donc maintenant, lorsqu'on arrive maintenant en 1984, ces officiers qui décident de prendre les armes, je vais répéter que dans mon enquête, le président Ahidjo n'est pas impliqué. Le président Ahidjo n'est pas impliqué parce que ce jour, le Jeune Afrique l'interroge, France Inter l'interroge, à ce temps il était à Dakar. France l'interroge, il félicite, mais il dit que ce ne sont pas ces hommes. Si c'était ces hommes, ils auraient réussi. On s'en souvient parfaitement, Oui. Oui, ils auraient réussi. Que si c'était ces hommes, ils auraient réussi. Donc ce n'était pas les hommes de Amadou Ahidjo, ni les hommes de Bello Magari, parce que Bello Magari avait quitté le Cameroun et il y avait au moins 5 à 6 mois avait quitté le Cameroun. Donc, voilà ce que mon enquête a démontré. Merci beaucoup, Merlin. Il n'est pas parti, il est encore là. Allô, Merlin? Il est parti, malheureusement. Prenons bien juste cet auditeur qui est avec nous sur WhatsApp. Je rappelle que pour nous avoir sur WhatsApp, vous nous appelez au 6 91 98 60 98. Et pour vous qui nous regardez sur Facebook, le numéro, bien sûr, est épinglé. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Ngadjou. Soyez les bienvenus ce matin. Bonjour à vous. Voilà. Pour ce sujet que vous avez mis ce matin, vraiment en écoutant, chaque fois que j'écoute ce discours, moi je n'étais pas né à l'époque, hein, donc nous ne pouvons qu'interpréter l'histoire. Mais aujourd'hui, monsieur, si vous avez dans votre quartier des grands frères qui font de la géopolitique, ils vont vous dire deux choses. Premièrement, en matière dans ce discours, le régime Biya a été programmé pour piller le Cameroun. Il faut le dire. Ce régime a été installé, envoyé, supporté par Odiola pour piller le Cameroun. Et le Cameroun, tel que vous le voyez, c'est une sorte de grand aigle, je ne sais pas comment, un gros baobab, un pays riche, pas seulement en ressources naturelles, mais en human resources, comment on appelle ça? Ressources humaines. Les Camerounais sont
Ressources humaines. En ressources humaines. Le Cameroun, nous négligeons, mais je vous dis que nous sommes des gens extrêmement intelligents. Regardez partout en France, ceux qui ont soulevé la France sont les Camerounais. Vous allez partout, vous allez voir des Camerounais qui sont extrêmement performants. Donc nous étions comme un grand aigle, comme un gros baobab. Et quand le régime Biya a été installé par les Français, ils ont commencé à couper l'arbre. Je veux que cette symbolique-là, que les gens comprennent, c'est que quand vous commencez à couper un gros baobab, c'est ceux qui connaissent la taille du baobab qui voient que le baobab est en train d'être coupé. Les branches ne bougent même pas. Les feuilles ne sentent même pas qu'on a de couper le baobab. Donc ces gens-là, ils avaient vu, les gens qui ont supposé putsch, parce que ça c'est la deuxième partie, je vais revenir dessus, ceux-là avaient vu ce qui se passait. Et ils cherchaient à alerter le peuple camerounais. Mais nous ne pouvions pas nous rendre compte. Pourquoi? Parce que nous étions les branches et les feuilles. On ne voyait pas que le baobab était en train d'être coupé. Mais au fil du temps, nous sommes en 2024, c'est arrivé. Maintenant, les feuilles, le baobab est sur le point de tomber. C'est ça la symbolique de ce coup d'État-là. Mais sinon, pour revenir à ce que nous avons vu en tant qu'interprétation, pour nous, il n'y a pas eu coup d'État au sens coup de force. Non, il y avait un mouvement d'humeur de ces gens qui se sont rendus compte de ce qui se passait et il fallait l'arrêter. Alors la France-Afrique, qui était très puissante à l'époque, s'est dit le plan Biya ne peut pas marcher avec toute la structure qui est en place sur le plan militaire et sur le plan administratif. Donc il fallait donc infiltrer ce mouvement d'humeur qui était dans l'armée pour les amener à faire une sorte de coup d'État qui devait donner alors un alibi au régime Biya de balayer non seulement toute la garde présidentielle, tous ces hauts gradés du Nord que Kaïdjo avait mis un peu partout, mais c'est surtout détruire l'administration camerounaise. Vous ne savez pas, je vous dis, tous les jeunes cadres dynamiques du Nord, militaires ou non militaires, ont été tous arrêtés. Même les Tiroma qui nous font des misères aujourd'hui, il a failli y passer. Donc pour moi, clairement, en analysant tout ce qu'on peut savoir, ça fait 40 ans, on a quand même, je veux dire, les gens ont eu le temps d'analyser la chose. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement d'humeur, mais la France-Afrique a infiltré ce mouvement d'humeur pour le faire provoquer un coup d'État qu'on a cadré, contrôlé ce coup d'État, juste pour avoir la Libye. Et après ça, on a décapité tous les cadres militaires, non militaires, les chefs d'entreprise, tout. Et cette administration a volé en éclats. Et c'est de là où elle est partie. Alors, donc, ça veut dire que si vous était donné d'écrire l'histoire du Cameroun de 1984, de ce coup d'État manqué de 84, c'est ce que vous voulez que la postérité puisse retenir? Oui, ce que je souhaite que la postérité retienne, c'est que Paul Biya a été installé par les Français pour casser le Cameroun. Parce que je vous dis, nous dépassions la Corée du Sud. Le Cameroun dépassait la Corée du Sud. En 1982, le Cameroun était devant la Corée du Sud. Expliquez-nous aujourd'hui pourquoi c'est les Coréens qui viennent nous aider aujourd'hui, pourquoi nous n'avons pas de route dans notre pays, pourquoi on ne connaît pas où passe l'argent de notre pétrole, pourquoi il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université. Monsieur Faman Lomo dit tous les jours qu'on a créé notre université. Quelle université, monsieur Ngadjou? C'est pour ça que je dis que les journalistes doivent quand même faire leur travail. On a pris toutes les écoles du Cameroun, que ce soit en Ngaoundéré, Boya et tout. On a pris les écoles qui formaient les ingénieurs, on a transformé ça en université. Ils disent qu'ils ont créé les universités. Mais c'est quand même. Pourquoi? Parce qu'ils volent l'argent, ils volent. Je vous dis, ces gens-là, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à tailler le baobab. Ceux qui étaient conscients de la taille du baobab ont vu ce qui se passait. Nous qui étions sur les branches, nous qui étions sur les arbres, oui. Je convoque encore la sortie justement de ces poutistes qui ont tenté de se faire écouter et qui estiment que la bande Abia, je reprends les mots, hein, je ne suis pas partisan, mais la bande Abia, tout se passe comme s'il fallait s'enrichir rapidement et estiment qu'ils étaient dans une rapinerie. La rapinerie, c'est-à-dire qu'on est des voleurs, on vole comme des petites souris. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de ces Camerounais qui ont tenté de faire tomber le régime en 84? Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai pris la symbolique du baobab, M. Ngadjou. Je dis que ce n'est que ça, ce régime n'est venu que pour ça. Sauf que comme le Cameroun était très riche, quand ils ont commencé à voler, personne ne se rendait compte. Parce que les gens ne se rendent pas compte de nos richesses, hein, de l'argent que Haïdjo avait laissé
richesses. Dès que ces gens ont commencé à voler, les gens, nous, le bas peuple, ne pouvaient pas se rendre compte parce que la vie continuait. La vie continuait. C'est maintenant que les coups de machette ont taillé les veines caves de l'arbre, que maintenant nous, les branches, les feuilles, nous commençons à nous rendre compte. Monsieur Gachou, venez seulement depuis 2018. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, comment se comporte ce gouvernement? Quel est l'argent qu'ils n'ont pas détourné? L'argent de Covid, ça part, Cannes, ça part, les routes, ça part. Ils sont dans la même disposition. C'est-à-dire qu'ils sont dans une rapide, mais on ne comprend pas. Les gens volent. J'ai suivi dernièrement un certain, comment on l'appelle là, il y a un monsieur là qui a expliqué ce qu'on peut faire avec 1 milliard de francs CFA. Il dit que ces gens-là volent, ils ne se rendent même pas. Ils font comme si il faut voler et partir avant qu'on nous attrape. Et d'ailleurs, c'est le système qui est en place. Tout le gouvernement, là, ils sont de nationalité étrangère. Tous les enfants sont à l'étranger. Toutes leurs familles sont. Pour eux, le Cameroun, je vous ai dit, le Cameroun est piloté d'ailleurs. Si ça pète là demain, ils sont tous partis. Ils vont disparaître comme des lucioles. Ça, c'est très clair. Donc, je vous dis, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que les poutistes là avaient vu, juste d'après le discours que vous avez mis là, fait que nous connaissons déjà, eux, ils avaient vu juste, mais sauf que le moment et la façon dont on les a invités, on les a encadrés pour créer un coup d'État, pour donner juste à ce régime de balayer tout ce, parce qu'avec tout ce qui était en place, avec tout le gouvernement, tout le structure du c'était pas facile de continuer à voler. Donc il fallait les balayer avant de continuer leurs œuvres. Aujourd'hui, ils ont les mains libres. Ils volent, tout le monde vole. Comment les policiers nous maltraitent dans la rue, monsieur Gachou. Un policier peut vous prendre tout ce que vous avez, vous ne pouvez rien dire. C'est ça, les conséquences de ce coup d'État-là. Ça veut dire que ces gens-là, ayant détruit toute la structure qui est en place, une structure militaire, une structure de la gendarmerie, de la police, de la structure administrative, tout, je dis, quand je souffre beaucoup, quand je vois pas... C'est très important, c'est très important. C'est très important qu'on vous entende justement le dire. Vraiment, merci beaucoup pour votre narration. N'oubliez pas de me faire parvenir le livre Inbox. Vraiment, je souhaite le lire aujourd'hui, pourquoi pas. Je vous en prie, faites-le très vite, je vous en prie. Merci beaucoup. On donne la parole aux autres Camerounais sur la question, madame, messieurs. 6 avril 84, 6 avril 2024, 40 ans aujourd'hui. Et quel souvenir vous gardez de ce coup d'État manqué? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, comment nous vous appelons? N'hésitez pas à nous avoir au C74 39 79 04. C74 39 79 04. Ou vous nous appelez via WhatsApp. Notre WhatsApp, en même temps, c'est le 6 91 98 60 98. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bienvenue. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Éloignez-vous du bruit et revenez-nous, je vous en prie. Vraiment, essayez de vous mettre dans un cadre qui nous permettra de bien vous écouter. Parce qu'il s'agit quand même des faits d'histoire. Il s'agit bien évidemment d'enseigner à la postérité ce qui s'est passé et de transmettre, on va dire, la flamme de la vérité à cette génération que nous constituons aujourd'hui et que constitueront nos enfants. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que nous sommes des Africains et que l'oralité est une forme d'enseignement permanent que nous tenons, nous, en Afrique aujourd'hui. Donc, ce que nous avions vu, nous racontons cela à nos enfants, et nos enfants raconteront cela aux enfants de leurs enfants. Et c'est comme ça, en réalité, qu'on pourra établir des ponts entre le passé, le présent, et tenter de lire l'avenir. Vous l'aviez bien suivi, madame, messieurs, ce matin. Nous allons rester sur ce sujet du coup d'État de 6 avril. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Oui, Nous vous appelons comment? Non, le réseau n'est pas bon. Le réseau n'est vraiment pas bon. Appelez-nous au 674 39 79 04 et insistez sur ce numéro. Au besoin, allez sur WhatsApp, nous appeler sur WhatsApp. Le son, il est encore nettement meilleur là-bas et puis on pourra bien vous écouter. Sur WhatsApp, c'est le 6 91 98 60 98.
Et voilà. Merci à vous, madame, messieurs. Nous sommes sur les antennes de Jambo FM. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et nous laissons bien sûr parler des générations qui ont compris et qui ont vécu le coup d'État du 6 avril 1984. Nous voulons écouter l'histoire. Nous voulons des gens qui nous narrent l'histoire. Des gens qui nous disent ce qu'ils ont vu. Des gens qui nous disent ce qu'ils ont entendu. Des gens qui nous disent si c'était réellement, parce qu'il y en a qui nous disent que c'était un coup d'État maquillé. D'autres nous disent que c'était un réel coup d'État pour mettre de côté ce qu'on appelait les noirs. Donc vous comprenez, Perrin Fondiaco, le terme noir ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Il n'est pas avec nous. Dans un instant, mesdames et messieurs, on va marquer bien évidemment le top horaire sur notre radio et vous rappelons que vous ne devez pas bouger parce que nous parlons de l'histoire ce matin. Nous parlons du 6 avril ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 avril 84? Qu'est-ce que vous retenez de ce coup d'État manqué du 6 avril 84? Et d'ailleurs, lorsqu'on reviendra, on réécoutera encore Paul Biya sur sa sortie. C'est Donald. Vous nous amourez. Ça veut pas bien. Oui. Aujourd'hui, la pasta tortille avec des boulettes de bœuf aux carottes. La pasta, déguster du bonheur. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Premier sujet, laissons parler les gens, libérons la parole. Et bien sûr, non seulement c'est le premier sujet, nous libérons la parole. Je ne sais pas si on passera au deuxième sujet ce matin, hein, Père Fondianon. On reste sur le premier sujet parce qu'il est très important de parler de l'histoire du Cameroun afin que nos enfants qui nous écoutent ce matin, d'ailleurs que beaucoup sont en congé, qu'ils puissent bien comprendre ce qui s'est passé. Et pour me remettre nos enfants dans le contexte, bien évidemment, de ce coup d'État du 6 avril 1984, nous leur redonnerons bien sûr l'occasion d'écouter ce que les putschistes avaient énoncé comme fait, d'ailleurs, les propos qui étaient les leurs lorsqu'ils ont choisi bien sûr de se faire entendre. Nous réécouterons encore le président de la République, Paul Biya, qui au lendemain de ce coup d'État manqué du 6 avril, c'était également ouvert au peuple camerounais. Madame, messieurs, c'est un cliché d'histoire, extrait d'histoire, élément sonore. Nous l'écoutons ce matin sur Jambo FM. Vient de libérer le peuple camerounais de la bande Abia, de leur tyrannie, de leur escroquerie et de leur rapine incalculable, inqualifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l'unité nationale de notre cher pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours de ces 15 derniers mois qu'a duré le régime Biya les heures les plus noires de son histoire. Son unité mise en péril, la paix interne troublée, sa prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie. Chers compatriotes, vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Les libertés fondamentales du citoyen telles que énoncées par la Déclaration des droits de l'homme n'étaient jamais respectées. La Constitution était ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents, propulsés à la tête des rouages de l'État, agissaient avec, comme pour seule devise, non de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien
de cela qu'il s'agissait. Enfin, vous pouvez juger du discrédit jeté sur le Cameroun par la parodie de justice que constitue le dernier procès. Aussi, il était temps de trancher le nœud gordien. C'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement JOSE, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens. Le peuple camerounais et son armée viennent de remporter aujourd'hui une grande victoire sur les forces du mal et cette victoire sera célébrée par l'histoire avec l'honneur qui lui est dû. Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et des télécommunications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h. Par ailleurs, la Constitution est suspendue. L'Assemblée nationale dissoute. Le gouvernement est démis. Tous les partis politiques sont suspendus. Tous les gouverneurs des provinces sont relevés et enfin sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d'unités opérationnelles sont déchargés de leurs fonctions. L'officier subalterne, le plus ancien dans le grade le plus élevé, prend le commandement. Vive les forces armées nationales, vive le Cameroun. Voilà, nous l'avons bien écouté à nouveau encore ce matin. Je parle de cet extrait d'histoire. Et dans cet extrait d'histoire, madame, messieurs, vous l'avez bien suivi, ce sont les putschistes qui ont tenté de se faire entendre à cette époque-là, lorsqu'ils voulaient prendre le pouvoir à travers ce qu'on a qualifié de coup d'État, manqué aujourd'hui. Paul Biya, le lendemain 7 avril à 19h, à travers un enregistrement, a tenté de se faire écouter, à travers un message à la nation, lui-même, président de la République de cette époque, M. Biya, tentait également de se justifier. Nous l'écoutons dans cet extrait, justement, extrait d'histoire, cliché d'histoire. C'est parti. Le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Les unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduire le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le lieu pour moi de rendre un vivant hommage à ces unités de notre armée pour leur engagement et leur attachement à la légalité républicaine. Enfin, je demande à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais et à tous ceux qui résident dans notre pays de garder leur calme et de poursuivre leurs activités de développement économique et social de la nation. Vive le Cameroun. Voilà. Vous l'avez à nouveau suivi ce matin, madame, messieurs. Et on va quand même le dire. C'est deux discours, c'est deux sorties, c'est deux réactions. L'un, c'est-à-dire le discours des putschistes, était de nature, naturellement, à revendiquer un retour à quelque chose de particulier qu'ils auraient vécu. Le chef de l'État
d'ailleurs à saluer dans cette sortie les forces de défense et de sécurité de cette époque-là. Le chef de l'État en même temps les a motivés et a appelé les Camerounais au calme. Madame, Messieurs, on écoute bien évidemment vos analyses ce matin. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les antennes de Jambo FM. Comment nous vous appelons? Jean-Jules, s'il vous plaît. Jean-Jules. Jean-Jules. Oui. Comment avez-vous vécu le 6 avril 84, Jean-Jules? Étiez-vous déjà en jambes? Oui, j'étais à l'époque à l'école de police à Tinga. À Tinga, oui. Oui. Et vous savez que pour aller à l'époque, c'était la ligne que prenait le chef d'État pour se rendre à l'étude. Oui. Eh bien, je sortais du niveau d'Aurore en matinée, en toute insouciance. Oui. À l'époque, je me rappelle, j'avais 19 ans. Et je partais de là, et vous savez que c'est au niveau de Tinga, et là, il y a l'école. Il y a l'école de police, bien sûr, oui. Oui. Oui, mais qu'est-ce qui a marqué, bien évidemment, cette journée pour vous qui étiez présent? Qu'est-ce que vous avez vu qui a retenu votre attention fortement? Alors, ce qui m'a marqué, je pense que si j'étais un surhomme, c'est que je pourrais te dire tout simplement que j'ai éduqué les balles, puisque j'avais vu en temps réel comment les autres petits étaient en train de malmener les autres. Et c'était des tirs à balles réelles. Les gens qui n'ont pas encore vu comment l'arme donne, surtout quand il y a une guerre, et moi je l'ai vécu en direct. Tout était désert. Personne ne pouvait plus c'est-à-dire on demandait même aux gens de se coucher à même le sol, parce que je me rappelle quand je suis parti de l'école de police là pour arriver là où je suis au niveau de la police là, les gens disaient que ces enfants ne sont pas ceci. Ils ne voyaient pas que rien ne bougeait. Tout le monde était à plat ventre. Et quand tu rentrais dans les maisons, les gens étaient couchés à même le sol. Dans les maisons? Dans les maisons. C'est-à-dire que le truc est dehors, mais les gens dans les maisons étaient couchés à même le sol? Absolument. Parce qu'effectivement, les balles, contrairement à ce que certains peuvent dire, les balles traversaient, c'est-à-dire ça partait dans tous les sens. Et ça tirait vraiment à balles réelles. Et on ne savait pas de quel côté nous on devait se trouver, soit du côté des pushistes, parce qu'ils rentraient aussi pour fouiller les représailles de l'armée, enfin je ne sais pas, de la garde républicaine, je pense que c'était ça. Oui, c'est comme ça qu'on les appelait, oui. Et on ne savait pas à qui on devait faire confiance. Est-ce que c'est aux pushistes qu'il fallait faire confiance ou c'était à l'armée qui pourchassait les pushistes? Donc, ils entraient partout, dès qu'ils voyaient un petit enfant là où ils pouvaient se réfugier, ils entraient dans les maisons, ils entraient partout. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand j'arrive à la maison, je trouve mon père couché à même le sol. Et sa femme également était couchée à même le sol. Il a crié sur moi, tu fais quoi? Mets-toi à plat ventre. Il a sauté sur moi, il m'a plaqué au sol. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Hein? Moi j'ai laissé le coup de sol là-bas en route. Il était lui qui m'a expliqué effectivement qu'il y a un coup d'État qui est en train de s'opérer. Et c'était vraiment, on est resté comme ça pendant des heures sur le sol, jusqu'à ce qu'il a encore décidé que bon, maintenant je pense que ça s'est calmé. Il faut se réveiller. Le papa voulait voir son enfant grandir. Non, moi je n'aime pas trop ça. C'est vrai qu'il voulait me voir grandir, mais bon. Alors, ce que je viens à rajouter, c'est que quand on est sorti, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait quelques cadavres qui jonchaient, et c'était les policiers. Il y avait quelques personnes aussi, parce qu'il y a mon voisin qui a reçu une balle perdue. Et lui, il est mort. Il y a un autre qui a eu la balle à son épaule. Bon, lui, c'est quand même tiré, mais c'était quand même une situation invraisemblable. Très bien. Alors, vous avez quand même écouté le discours de ces putschistes-là. Malheureusement, le discours, il faut-il le rappeler, n'avait pas été diffusé à la radio nationale.
dit-on jusqu'ici que le technicien d'écran sonore de ce jour-là, lorsque les putschistes étaient assis de l'autre côté, faisait non seulement enregistrer leur discours et tenter de transmettre, lui, il avait choisi de baisser le curseur, ce qui fait que ils parlaient dans le studio et n'étaient pas écoutés hors du Cameroun, hors du studio. Alors, moi, je pense que c'était écouté. Hein. C'était écouté? C'était écouté dans tout Yaoundé. Mais il n'avait pas seulement mis pour que ce soit sur le territoire national. Ah, très bien, très bien. Oui. Oui. Oui, nous vous écoutons, oui. Tout Yaoundé était au courant de ce qui se passait là, mais c'était... Aïe. Il est parti. Pourtant, là, il vient de faire une bonne correction. Donc, des gens ont écouté ce discours-là, mais c'était uniquement dans Yaoundé et non sur le territoire national. Et c'est très important. On a un auditeur qui est avec nous en ligne depuis la France, je pense bien, et qui était très, très patient. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Ngacho. Bienvenue sur Djambo FM. Nous vous appelons comment? Je m'appelle monsieur Nomissi également. Et oui. Je suis abonné à votre page il n'y a pas très longtemps. Merci. Tout simplement parce que je pense que vous faites partie de ceux-là qui essayent de prendre leurs responsabilités. Voilà, vous ne faites pas des émissions à la con, si je peux appeler ça comme ça. Merci. Et c'est dommage qu'une émission pareille, on puisse être 40 abonnés à suivre une pareille émission. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, c'est déplorable. Moi, aujourd'hui, je prends le soin d'appeler parce que cette histoire, je n'étais pas né, je suis né un an après. Ouais. Mais je me documente beaucoup. Le discours, par exemple, le discours que vous avez diffusé tout à l'heure, le discours des putschistes, vous savez ce qui me retient dans ce discours, ce qui m'a captivé dans ce discours? Non. C'est quand j'écoute ce discours, je comprends qu'à une certaine époque, on avait des hommes. Aujourd'hui, tu verras des gens qui te disent qu'ils ont licence, qu'ils ont pas, mais tu as l'impression que ces hommes-là, avec le CEPE qu'ils avaient, écoute le français qu'ils parlent, écoute comment ils ont un langage assez soutenu. Contrairement à ce qu'on a aujourd'hui au Cameroun, hein, c'était des hommes, ces putschistes-là, c'était des hommes. Maintenant, nous en sommes où aujourd'hui? L'histoire du Cameroun, j'ai l'impression que l'histoire du Cameroun n'est pas enseignée aux Camerounais, c'est fait exprès. Les Camerounais ne connaissent pas leur propre histoire, ils connaissent l'histoire du Sénégal, ils connaissent l'histoire de la France, contrairement à leur propre histoire. Est-ce que vous voulez justement nous dire que dans les propos de ces putschistes, il y a du vrai? Il y a du vrai. Il y a du vrai. Ça passe pas inaperçu pour quelqu'un qui a tout sa tête. Mais tout ce que ces gars, tout ce que ces putschistes disaient dans ce discours, est-ce que ce n'est pas la réalité qu'on vit aujourd'hui, depuis 40 ans? Est-ce que ce n'est pas la réalité? Monsieur Mlachou, j'ai perdu les mots. Hein. Quand je vous appelais, j'étais tellement inspiré que je suis tellement remonté. Non, on peut comprendre. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez perdu les mots, que vous n'allez pas analyser justement le fait avec nous. Est-ce que, en 40 ans, cher monsieur Nombissi, ce coup d'État peut-il avoir... Ce coup d'État manqué, est-ce qu'il y a des séquelles? Est-ce qu'il y a des séquelles de ce coup d'État manqué pour vous, 40 ans après? Les séquelles, c'est pas des séquelles, c'est psychique. C'est grave. C'est qu'on vit au Cameroun. Je vais prendre un exemple. Je suis venu au Cameroun il n'y a pas quelques temps. J'avais 3 semaines. Mais j'ai écouté mon séjour, je suis rentré 10 jours. 10 jours avant. Pourquoi? Mais l'atmosphère n'est pas vivable au Cameroun, je suis désolé. L'atmosphère n'est pas vivable au Cameroun. Non. Les choses que les Camerounais acceptent, les choses que les Camerounais prennent. Alors, je ne sais pas comment dire, les choses que les Camerounais acceptent, c'est impossible. Mais est-ce qu'au moins on peut dire que le chef de l'État a gagné sa bataille qui visait à s'imposer et a fait comprendre bien évidemment à ceux-là qui voulaient le renverser qu'il était chef, parce qu'il y a également notre discours qui nous laisse entendre que le chef de l'État, absolument, on voulait le placer là-bas comme chef de l'État et le manipuler en arrière. Il n'avait pas toute sa légitimité de président. Est-ce qu'à un moment donné,
ça ne justifie pas je veux dire, si jamais il y a eu ce coup d'État banqué, ça ne justifie pas le fait que l'homme voulait prendre ses responsabilités en main, d'où l'hypothèse d'un coup d'État banqué maquillé. Bon, c'est une très bonne question. Moi, ce que je veux dire, si M. Biya trouve que c'est une réussite pour lui d'avoir gouverné le Cameroun, s'il trouve que pour lui c'est une réussite, ben tant mieux, mais pour moi, c'est plus qu'un échec. C'est un échec. Parce qu'un parent, la réussite d'un parent, c'est de savoir que ses enfants vont bien. Voilà. La réussite d'un parent, c'est de ne pas affamer ses enfants. C'est de ne pas accoucher les enfants et de les enterrer. Non. Parce que pour moi, je dis, il a enterré les Camerounais. Mais j'ai l'impression que les Camerounais ne se rendent pas compte. Les Camerounais ne vivent pas. Même, ils ne survivent même pas. Non, ils ne survivent même pas. Bon, peut-être vous tentez de faire le bilan de M. Biya lui-même, puisque j'aurais bien voulu qu'il reste dans le discours de Biya du 7 avril 84 et son salut aux forces de défense et de sécurité, et qui ont repoussé naturellement ces potistes là aussi. Hein. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, on a un peuple qui félicite le Sénégal comme si ce qui s'est passé au Sénégal était nouveau. C'est pas nouveau. Le Sénégal a toujours été un exemple de démocratie en Afrique. C'est pas nouveau aujourd'hui. Ce qui se passe au Sénégal. Moi, j'aimerais juste que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Lucie. On vous a bien suivi. Nous rappelons qu'il nous appelle de la France ce matin. Et d'ailleurs, il nous regarde sur Facebook, en direct, sur la page Facebook de Michel Ngatiou. Quelqu'un me demande où sont les femmes. Si elles réagissent sur l'établement ce matin, c'est grave, c'est dommage. Allô, bonjour. Nous, on souhaite entendre les femmes. On souhaite que les femmes du Cameroun, de ce pays, apprennent à parler également à la radio. Est-ce que c'est une affaire d'hommes seulement, comme Donald qui nous appelle avec insistance depuis? Donald, bonjour. Bonjour. 6 avril 84, est-ce que vous étiez déjà né, Donald? Non. Peut-être plus 10 ans plus tard. Mais c'est parti à les assises. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que vous nous appelez, votre son est très alourdi. Essayez d'ouvrir la bouche quand vous nous parlez. Il y a des assises qui ont répondu ces assises pour dégager la chose. Déjà, pour aller à votre sujet, c'est vrai, le son est très mauvais, Donald. Oui. Allô? Est-ce que vous pouvez changer le téléphone dans la mesure du possible? Parce que je ne sais pas. Hein. C'est mieux? Je ne sais pas, c'est mieux. Oui, allez-y maintenant, allez-y. D'accord. Je sais en fait que on n'a pas fait un procès aux femmes, mais si elle n'appelle pas vraiment... Non, Donald, quelqu'un m'a même intrigué hier en disant que les femmes n'appellent pas parce qu'elles savent que les hommes sortent se battre et ramènent à manger à la maison. Donc elles n'ont pas faim. Quand elles auront faim, elles comprendront justement que le malaise qui est à l'extérieur... Voilà. Voilà. Quand on va rester influencé, c'est sans l'intérêt des gens. C'est à ce moment-là que les gens prendront conscience qu'ils sont contrôlés. Pour l'instant, tout semble aller bien parce qu'on a des systèmes bons. Maintenant, pour revenir dans le système, c'est le contexte. Parce que quand il fait les analyses des choses et les archives, on se rend compte que le contexte était lié au fait que le président Biya, une fois arrivé au pouvoir, a voulu que les cadres de la mission qui étaient pratiquement constitués essentiellement des militants. Du coup, je pense que peut-être que c'était tendu de vouloir limiter donc tous les cadres de la mission qui a fait cette simulacre. Et c'était un peu impressionnant parce que c'est le discours. C'est le discours qui nous a... Et nous allons nous rendre compte que c'est un discours restaurant et c'est un discours vraiment qui est réalisé au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Parce que déjà en ce temps, on veut parler du néocolonialisme, on veut parler des mouvements, on veut parler de la lutte, on veut parler de la crise économique. Mais nous devons nous rendre compte que c'est des choses, c'est des gens, c'est des choses assez bien pensées, mais en termes de cette chose-là n'avait pas assez de parce que sinon on serait en bras. Mais sinon, en termes de discours, il était dans l'élément. Bon, maintenant, cette place est là, peut-être ne pas marcher. Est-ce que cela avait été dans le sentiment général? Moi, je pense que c'était quelque chose qui n'avait pas été clairement bien préparé. C'était quelque chose d'improvisé. Il n'a pas réussi, par exemple, tout l'enforcement de l'état-major. C'était ça qui marchait. Donc, maintenant... Mais vous me direz pas, mais peut-être pour regarder les contextes des nombreux coups d'État qu'on a eu aujourd'hui dans le monde, ou en Afrique aussi, vous me direz pas que les officiers qui se lèvent vont toujours demander d'abord l'accord de l'état-major avant de rentrer dans un coup d'État. C'est toujours une faction de l'armée qui est révoltée par une gouvernance ou par un système qui choisit de se lever et dit, bon d'accord, nous on prend le pouvoir pour réinstaurer soit de la paix, soit de la démocratie, soit de la concorde, je sais pas. Est-ce qu'on a forcément le droit d'attendre l'accord de l'état-major? Non, quand il parle d'état-major, c'est que si on fait des coups d'État, par exemple, ça veut dire qu'il y a des coups d'État sans peut-être des mots, ça veut dire qu'on sait tout comme pratiquement les personnes, moi je dis, c'est pour que cela puisse marcher. Moi je pense qu'en faisant par exemple, en bloc, c'est un projet comme celui-là, sans entourer des personnes, Concrètement, qu'est-ce qu'on retient? Ils ont été mal préparés. Ils se sont mal préparés. Et est-ce que ce qu'ils revendiquaient n'avait pas de sens pour vous? Non, pas ça. Moi, je vous ai dit que c'était, moi, selon ce que j'ai l'impression que c'était des choses qui avaient été improvisées et des choses qui n'avaient pas reçu tout le soutien nécessaire. C'est-à-dire, même de l'ex-président parti. Je ne pense pas que l'ex-président parti avait soutenu cette chose, même comme à un moment on a voulu soutenir le projet. Mais moi, je pense que après cette histoire, moi, ça fait le gars qui réforme toute une année afin de D'accord, Donald. Il faut rappeler déjà que Donald. D'accord, Donald. Il faut rappeler que le son a un problème et que Donald essaie d'articuler bonnement. Idée, c'est voilà, sujet verbe complément, hein, avec les connecteurs logiques. On vous écoutera parfaitement. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, comment nous vous appelons? Raoul Dedea. Raoul Dedea, bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien, monsieur. Baissez le volume de la radio, Raoul, s'il vous plaît. Ok. Je le fais. Ok, c'est bon. Non, baissez encore. Ok. Raoul? Oui, Michel. 6 avril 84, 6 avril 2024, 40 ans aujourd'hui. Nous avons ce matin essayé avec les clichés sonores d'histoire d'écouter ces putschistes et d'écouter le chef de l'État Paul Biya au lendemain de ce coup d'État manqué. Quel regard vous portez sur non seulement ce coup d'État manqué, mais surtout les revendications de ces putschistes et l'espace-temps 40 ans après aujourd'hui au Cameroun? Oui, ce qui m'étonne quand j'écoute ce discours des putschistes, ce qui m'étonne le plus, c'est que tout le monde se pose la question. Si nous voulons être vraiment sincères, est-ce qu'en 40 ans, le discours peut changer? C'est la question que je me pose. Je pose à personne. Ça veut dire... Je la pose personnellement. Est-ce que ce discours des putschistes depuis 40 ans, est-ce qu'aujourd'hui ce même discours n'est pas d'actualité? Bon, tout le monde connaît la réponse. Est-ce que le discours du chef de l'État, nous l'avons suivi, est-ce qu'aujourd'hui c'est d'actualité? Tout le monde connaît la réponse. Alors, personne n'aurait aimé qu'on prenne un pouvoir par les armes. Personne. Nous sommes tous des légalistes et des républicains. Et nous aurons pu être contents que le discours de Poutine en 40 ans, qu'aujourd'hui il y a eu changement. Bon, comme il n'y a pas eu changement, c'est le même discours qu'on peut encore tenir aujourd'hui.
C'est ce qui... Quoi? Les détournements de la bande Abia, juste pour paraphraser. Oui, en 40 ans, ça s'est aggravé. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que si les putschistes devaient tenir le même discours aujourd'hui, ça devait être un discours plus dur, plus coriace, plus perspicace. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous aurions pu être contents que nous avons échappé à un putsch et que 40 ans plus tard, nous tenons un discours différent de celle des putschistes. Or, si en 40 ans on tient le même discours, c'est que c'est grave. C'est vraiment grave. Alors, c'est ma pensée. Alors justement, Raoul, dans cette lecture ce matin, personne ne veut des coups d'État au Cameroun. Personne ne veut de coups d'État au Cameroun. Oui. Est-ce qu'il y a lieu quand même de transmettre un message sympathique au chef de l'État actuel au regard justement de ce qui s'est passé aussi à 1984? Oui, je voulais juste dire à mon chef d'État, nous l'avons trop aimé en 82, libéralisme communautaire et consort. Nous nous sommes alliés tous derrière lui. Nous lui avons donné toutes les faveurs. Nous l'avons accueilli dans toutes les provinces avec joie et gaieté, envoûtement. Et il a eu tout ce qu'il fallait. Le peuple a tout donné à son chef d'État. C'est ce qui m'énerve. C'est que le peuple a tout donné à son chef d'État. Que ce soit les puissances, que ce soit les bénédictions. Mais en retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Est-ce que vous savez que le même peuple qui sort pour revendiquer soit l'arrêt de la guerre, qu'on est en train de tuer leurs frères voisins au nord-ouest, ils sont fusillés, ils sont chicotés, on les verse de l'eau, alors que c'est un chef d'État qu'on a accueilli à bras ouverts. Est-ce qu'en 40 ans, s'il fallait vraiment refaire, est-ce qu'on peut le refaire aujourd'hui? Est-ce que le même engouement dont le chef de l'État partait dans les provinces, dans les départements, la même façon l'État accueilli, est-ce que ça peut se faire aujourd'hui? D'ailleurs qu'on ne le voit pas. D'ailleurs qu'il a pris un autre mandat pour rien, un mandat inexistant, un mandat qui fait problème. En 2018, il aurait pu partir librement et bien, sans problème. Regardez les problèmes qu'il y a eu entre 2018 et maintenant. C'est très grave, ça peut se compliquer. Nous sommes séparés avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Au nord, il y a la guerre avec les autres. Mais quand vous prenez un pays qui est en paix et que vous le laissez en délabrement comme ça, là, vous attendez à quoi? Il peut se réaliser dans le pays, il peut dire frère. Il faut dire frère. Le pouvoir que nous avons donné à notre chef d'État, nous ne sommes plus en mesure de le faire maintenant. Nous lui demandons de faire les derniers jours qui restent, les derniers moments qui restent, les dernières années qui restent, qu'il arrange les choses. Dans la Constitution, élection à 2 tours, il se concerne avec tous les partis d'opposition, sans négligence, qui libère tous les prisonniers politiques, parce qu'il y a ceux qui ont souvent mal, qui sont restés devant leur porte, on est venu les arrêter. Parce que ça va tourner, hein. Même les jeunes de l'EDP sont contents aujourd'hui, ils ne savent pas que demain ça va les arriver. Vous avez vu ce qui est passé au Sénégal. Il y a 5 ans, on a arrêté Faye en pleine rue, quand il marchait. Les gens qui disent qu'il faut qu'on prenne un jeune maintenant là, au Cameroun, le jeune a marché quand? Il a fait quoi, on a vu? C'est depuis 15 ans que les Faye marchent au Sénégal. C'est depuis 15 ans qu'ils sont en route. C'est depuis 15 ans qu'ils revendiquent. Mais ici, on veut le jonglage politique. On prend un jeune là, qui n'a rien fait, et puis, les plus forts se mettent derrière lui. Non, nous voulons que le chef d'État arrête tout. Une fois les élections législatives et municipales, avant les présidentielles, qu'on suit l'ordre chronologique des choses et que la condition peut être modifiée pour un Cameroun de paix. Merci, M. Michel. Merci infiniment, Raoul. Vous nous appelez aussi 74 39 79 04. Et sur WhatsApp, vous nous appelez aussi 91 98 60 98. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, Michel, pardon, une précision là. Oui. Je voudrais dire, certains ont dit que c'était un complot pour changer la garde. Non, ce n'était pas ça. Le plus grand garde de la garde républicaine à Yaoundé se trouvait à Obini, qui aujourd'hui appelé la garde présidentielle. Et j'avais mon voisin, c'est-à-dire mon voisin autour à 2 mètres de chez moi, de chez nous. Donc lui, il était dans ce coup-là. Et c'est même mon papa qui l'a amené parce que quand ils ont loupé le coup, alors il s'était chargé, il avait un t-shirt dans sa tenue et une culotte. Il est arrivé au quartier avec le t-shirt et la culotte. Et il a passé 2 jours chez nous avant que mon papa l'a maintenant amené au quartier général. Non. C'est là-bas où on a amené tous ceux qui étaient dans le coup, dans ce coup-là. D'accord. Bon, maintenant, quand lui, il a dit ceci, que les chefs hiérarchiques, les chefs d'intimité, les avaient volé dans le coup à minuit à la garde républicaine au Bénin.
Et ils sont arrivés là, mais ils étaient des milliers. Et c'est là où ils ont vu tous les hauts gradés de la garde républicaine. Les colonels, les commandants, tous ces hauts gradés qui dirigeaient la garde, ce qu'on appelait pour la garde présidentielle. Et c'est alors là-bas où on leur a donc donné la mission qu'il y a à faire. C'était là-bas. Et c'est là où on a sorti les engins, les voitures, les chars de guerre, etc. Tous sont montés dans les voitures avec les armes, les garnisons, les tas, les phases et tout ça. Et ils se sont portés. Voilà donc comment est parti le coup. Et ils sont arrivés, le plus grand camp militaire, donc bombardé, dont l'armée à Yaoundé ne pouvait pas, parce qu'ils avaient déjà désarmé l'armée de Yaoundé au quartier général. Ils ont apporté tous les armes et les munitions. Donc le quartier général était vidé des militaires. Parce qu'ils travaillent, ils ont bombardé la maison du général. Et ils avaient déjà même pris la radio. Et ils avaient déjà pris même l'aéroport. Et vous savez même celui qui, le premier endroit qui était libéré, c'était l'aéroport, et c'est parti par où? C'est Bolova. Et celui qui était un capitaine, celui qui était à la tête du bataillon militaire qui a libéré l'aéroport. Et c'était lui qu'on appelait le capitaine Ebogotitus. Il est devenu même après. Parce qu'après, c'est là qu'on a dit sur la garde républicaine pour créer la garde présidentielle qui est aujourd'hui, celui qui était le premier commandant de la garde présidentielle. Il a fini par le colonel Bogotitus, commandant de la garde présidentielle, parce que c'est celui qui a libéré l'aéroport. Parce qu'ils avaient pris l'aéroport, ils avaient pris la radio, ils manquaient seulement le palais de Tougi. Donc le discours là, le discours était passé à la radio, mais uniquement à Yaoundé. Le discours, et après ce discours, c'était de la musique militaire. Donc le discours était passé. C'est la raison pour laquelle, au niveau de Yaoundé, l'armée était déjà, c'est-à-dire que le pouvoir était déjà tombé. Ceux qui sauvent le pouvoir central de Yaoundé, c'est ceux qui viennent, comme le parlait du colonel, du capitaine Bogotitus, et puis les commandos, les paracommandos de Koutaba. On les parachutait à Yaoundé. Et ce sont, voilà, les gens qui viennent d'ailleurs, qui ont libéré, qui ont tous ces généraux là. Tous ces commandants à Yaoundé, ils étaient déjà tous dans le coup. Donc, ceux qui ont libéré sont venus plutôt d'ailleurs avant de libérer la capitale. Donc, pour dire en vérité, ce n'était pas un complot. Tous aux commandants de la garde républicaine, ces noirs là, ils étaient très bas pour parler quoi. Ils ont tous été tués. On les a pris au champ de tir. D'accord, merci. Merci beaucoup, Félix. Je vais lire un message d'un auditeur qui dit, il faut bien sûr le lire, c'est très important. Le clan Bia était au courant de la préparation de ce coup grâce au sergent-chef Étienne Onlong et avait laissé faire avec pour objectif d'éliminer la garde républicaine pléthorienne laissée par le président Ahidjo. Le cercle dur, composé du général Pierre Semengue, le professeur Joseph Ouna, Bia n'est autre. Le professeur Hubert Koulou, le seul qui s'est opposé à ce simulacre de coup d'État, il a eu la vie sauve tout simplement parce qu'il a accepté de démissionner. En janvier ou février 1993, j'ai vu moi-même une copie de cette lettre de démission du professeur Hubert Koulou. Je peux même dire que c'est grâce à ces conseils que j'ai pu m'échapper du Cameroun en avril 2000 pour le Nigeria, accusé de préparer un coup d'État où je suis encore. C'est bien sûr un message laissé sur notre page WhatsApp. C'est Sylvain Tchakouchio qui nous l'envoie bien évidemment ce matin et en direct. Voilà, nous vous disons merci. Nous poursuivons bien évidemment cette journée historique du Cameroun, puisque c'est une journée vraiment qui a de l'importance pour chacun d'entre nous. Nous tentons de comprendre les approches des Camerounais sur cette question, mesdames, messieurs, et nous voulons bien évidemment mieux comprendre la culture, au-delà, je veux dire l'histoire, et qu'elle soit racontée par nos aînés, et qu'elle soit racontée par ceux qui ont vécu, et qu'elle soit racontée par ceux qui étaient là et qui parlent un peu comme Félix, parce que Félix, lui, il vous dit exactement ce qu'il a eu, et qu'est-ce qu'on peut bien sûr retenir 40 ans après. Voilà, c'est ça le menu de ce matin. Madame, Messieurs, nous espérons bien sûr vous écouter, nous espérons vous entendre là-dessus. Auditeur en ligne, il est avec nous. Allô, bonjour. Il n'est pas avec nous. 674 39 79 04. 674 39 79 04. Et nous prenons bien évidemment cet auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô, monsieur Gadio.
Parfaitement. Allô? Parfaitement, nous vous écoutons. Voilà, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu un acte de coup d'État. C'est vraiment la lettre que vous avez reçue là qui restitue vraiment les faits tels que ça s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un coup d'État, mais la France-Afrique était déjà au courant. Ils se sont dit, on va encadrer ce coup d'État-là de manière à neutraliser toute la structure qu'il y avait en place qui pouvait empêcher à n'importe quel petit gugus de venir piller le pays. Donc, c'est pas ça. Maintenant, comme vous l'avez placé sous l'angle de coup d'État, vraiment, notre pays, nous n'aimons pas les coups d'État. Que ce soit les coups d'État militaires ou les coups d'État institutionnels, nous n'aimons pas. C'est pour ça, M. Gacho, que vous voyez, entre les deux alliances qui sont en cours au Cameroun, la seule alliance qui est valable, c'est l'alliance qui va avec Maurice Kamto. Parce que l'autre alliance, là où c'est l'ATP, là, des transitions, c'est un coup d'État. La constitution camerounaise ne prévoit pas de transition. Vous allez aux élections, vous battez celui qui est là et vous prenez sa place. Et là, vous pouvez faire une transition si vous voulez, mais vous ne pouvez pas dire d'emblée que vous allez faire une transition. Ça veut dire quoi une transition? Ça veut dire qu'il faut balayer tous ceux qui sont là et installer notre gouvernement. Ça s'appelle un coup d'État, je ne sais pas, institutionnel ou constitutionnel. Ça, nous n'en voulons pas. Mais par contre, les deux alliances pour s'entendre, comme le but c'est quand même de trouver la solution. Voilà, 40 ans plus tard, nous n'avons pas eu le changement que voulaient les putschistes. Donc si nous voulons ce changement cette fois-ci, les deux alliances pour s'entendre en se disant, ok, nous rejoignons tous l'alliance Maurice Kamto, qui est en fait une alliance constitutionnelle, elle ne fait pas de coup d'État, on renverse le pouvoir qui est en place. Une fois qu'on n'a pas renversé, une fois qu'on a battu dans les urnes le pouvoir qui est en place, maintenant on s'assoit et on prend le programme de la deuxième alliance qui est de faire une transition. C'est-à-dire que si Maurice Kamto arrive au pouvoir, pendant les 7 ans qu'il sera là, il peut faire plutôt un gouvernement de transition, ce qui est d'ailleurs inéluctable parce que le pays est tellement déchiré, notre pays est saccagé à tous les niveaux. Regardez ce qui se passe au niveau du football. Pour rentrer un peu, alors, pour rentrer un peu dans le sujet, même si nous ne sommes pas véritablement dans le sujet de ce matin, quel est l'intérêt d'avoir un gouvernement de transition? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par transition? C'est-à-dire quoi? On s'entend entre petits copains, on dit bon d'accord, il ne faudrait pas que tel se fâche, tel ne soit pas mécontent, tel ne soit pas mécontent, et qu'on le mette là, parce qu'en fait on va satisfaire des individus, que de satisfaire la population, je veux dire le peuple globalement. Pour moi, c'est toujours un terme qui fait problème. Gouvernement de transition, pourquoi? Nous, on a besoin, enfin je parle là en tant qu'Africains, les Africains ont besoin à la tête bien évidemment de leurs États, lorsqu'il y a des modifications, des changements, des hommes qui soient là pour servir le peuple et non pour se servir en parlant de gouvernement de transition. Transition par rapport à quoi? Exactement, monsieur Ngati. Je crois que vous, les journalistes, vous, les médias, vous avez vraiment ce rôle. Parce que les médias, c'est vraiment une école. Hein. Je crois que c'est rien que prendre une émission pour définir ce que c'est qu'une transition, c'est déjà important pour réduire les tensions qu'il y a entre ces deux alliances dont on parle. Parce que la vraie transition, tel que vous le dites, c'est pour soigner le peuple, c'est pour fixer les problèmes. Parce que notre constitution a été chamboulée, les lois ont été chamboulées, le comportement des militaires et des policiers ne sont pas ce que ça doit être. Pourquoi nos policiers, nos gendarmes, ils sont comme nos ennemis? Allô, sur ce justement, je me suis souvent posé la question, n'y a-t-il pas eu d'autres formes de coup d'État au Cameroun? Entre autres, modifier la constitution, par exemple, donner la possibilité au chef de l'État de prolonger les mandats, par exemple, des élus, c'est des maires et des députés, afin bien évidemment de voir dans... C'est un exemple hein, en réalité, parce que comme c'est le cas aujourd'hui avec les élections présidentielles et législatives, dont des voix se sont levées il y a quelques semaines pour faire entendre que Paul Biya, non, Jean Piété aurait soufflé que les élections législatives se dérouleront après les élections présidentielles, pour autant il y a un calendrier électoral. Est-ce que ce n'est pas des formes de coup d'État constitutionnellement pensées, avec des textes en même temps insérés, pour pouvoir davantage confisquer les attentions des Camerounais et faire souffrir le peuple aujourd'hui? Exactement, monsieur Latu. Je devais me le dire d'emblée dans la première intervention, mais je l'ai oublié en disant que depuis le coup d'État de 1982, que la bande Biya a détourné, ils sont dans un principe de coup d'État permanent. Tous les jours, c'est le fait que nous ne puissions pas savoir quand est-ce que les élections auront lieu. Le
fait que le président ne déclare pas c'est bien. Le fait qu'il est président du parti, président de la République, tout ça c'est anticonstitutionnel. Regardez, il y a le nombre de ministres qui sont morts. Ils sont pas remplacés. Il y a des parlementaires qui sont morts. Tout ça c'est anticonstitutionnel. C'est des coups d'État en permanence. C'est des coups d'État en permanence. La répression prend rien que la coopération des journalistes. La façon dont on crée des structures pour venir encore encadrer le travail des journalistes qui sont quand même dans la société les gens les plus évolués. On va nous sortir un groupe de petits hiboux qui vont venir vous dire comment vous allez faire votre travail. Regardez le nombre de journalistes qu'on a tués depuis une vingtaine d'années au Cameroun. Tout ça c'est anticonstitutionnel. Et c'est pour ça qu'il faudra vraiment remettre notre pays sur les rails. Tout doit être fait selon les lois, selon les règles. Et pour ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on peut parler de transition. Mais ce n'est pas une transition au sens de ceux qui veulent faire la transition alimentaire. Les gens qui viennent là pour avoir de l'argent ou pour dire qu'on va rester pour le bien là et puis on va former un gouvernement. Mais ça, c'est des chimères. Mais c'est juste pour les réconcilier. Parce que les alliances, ceux qui sont pour la transition doivent rejoindre Maurice Tanto. Bon. On n'est pas en campagne. On n'est pas en campagne. Il ne faudrait pas que. Non, monsieur, nous ne sommes pas en campagne. Monsieur, nous ne sommes pas là pour pleurer sur l'histoire. Oui, nous sommes d'accord. Le travail que vous faites est bienvenu. Et moi, nous, on propose des solutions. D'accord. Vraiment, merci beaucoup pour votre réaction à nouveau ce matin et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci pour la culture politique que vous avez. C'est ce que nous tentons d'insuffler, bien évidemment, aux Camerounais. Je souhaite bien sûr ce matin écouter au moins une femme. Parce que j'ai un problème, les femmes n'appellent pas dans cette émission. Il n'y a que Maman Cadeau qui appelle de temps en temps. Et ça me pose un problème. Où sont les femmes? Ne comprennent-elles pas qu'elles aussi ont la voix et devraient nous dire ce qu'elles pensent? Alors bonjour, c'est une femme? Non, c'est pas une femme. Où sont-elles? Elles sont passées où? Elles font quoi à la maison? Ouais, Michel, pourquoi tu les déranges? Non. Le mois de mars est déjà passé, Michel. Non, on ne peut pas les déranger. Honnêtement, même à la main, chaque jour à la maison, je lui dis, mais madame, apprenez à appeler à la radio. Hein. Ne pensez pas que vous allez avoir des hommes qui vont prendre les risques là-bas. Lorsque nous on porte des sujets ici le matin, on ne dort pas la nuit et on sort sous la pluie et tout ça. Mais apprenez à appeler pour laisser vos avis, afin d'appeler les femmes également à prendre conscience. Ne savent-elles pas qu'elles portent la vie et que la vie passe par elles et même la libération, cher monsieur? Oui, Michel. Oui, avant que vous n'entrez, c'est juste une virgule pour demander où sont les femmes. Pourquoi ce sont que des hommes qui appellent chaque jour? Oui, nous prenons les initiatives pour elles. Nous prenons les initiatives dans toute notre vie pour elles. Nous passons la vie à nous exposer et puis à la fin, c'est elles qui héritent. Donc c'est comme ça là. Non, moi, le fait ces impérialistes qui ont apporté le concept de l'égalité des sexes, moi je dis que c'est une erreur et que sincèrement ce n'est pas dans notre tradition. Revenons à notre tradition. Nous travaillons pour les femmes et elles devraient se rester tranquilles et attendre que nous prenions les initiatives et nous les mettons dans les rôles que nous pensons qui est important pour la société. Oui, mais au moins dans ce pays, il y a un ministère de la promotion de la femme et de la famille au moins. Alors, oui, si vous avez un ministère de... C'est le ministère de la cuisine, c'est le ministère de la cuisine et de la marmite. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Il faudrait que les femmes apprennent, parce qu'on ne peut pas parler des femmes aujourd'hui. Elles sont nombreuses quand même dans le RDPC, non? Est-ce qu'elles ne nous écoutent pas? Moi, j'accuse le programme scolaire parce que c'est dans les programmes scolaires que vous les voyez de moins en moins dans les clubs, dans les clubs d'animation de développement personnel, tels que les clubs journal, tels que les clubs philosophie, vous les voyez de moins en moins. Et c'est à partir du programme scolaire qu'on devait entreprendre des initiatives. Alors, pour la grande parenthèse, ça veut dire que nos femmes sont en perdition, elles ne comprennent rien à rien des enjeux de l'avenir, et donc elles mettent des enfants au monde qui sont voués à mourir en esclavage. C'est ça. Je vais sincère sentiment que ce que vous venez de dire est la triste réalité. La triste réalité. Donc, nous espérons qu'elles nous suivront dans le combat, mais pour le moment, on ne peut pas nous faire des hommes qui ne s'intéressent pas aussi. Oui, il y a des hommes qui disent à leurs enfants
au lycée, lorsqu'on fait des grèves, il faut se mettre à l'écart parce que il ne faut pas risquer ta vie. Et il faut savoir aussi que si les autres font et puis il y a réussi, toi aussi tu vas profiter. Mais s'il y a un échec, on va les arrêter eux-mêmes, on va les arrêter et tu seras épargné. Donc il faut savoir, ça ce sont des conseils qui sont régulièrement prodigués aux enfants et prodigués par les parents. Donc les parents sont ceux qui veulent voir les enfants grandir et voir ces enfants mourir, pour reprendre les propos d'un auditeur qui disait récemment. Ils oublient que les problèmes qui sont mis sur la table aujourd'hui, s'ils ne résolvent pas, s'ils ne se battent pas, s'ils ne se posent pas pour résoudre ces problèmes, ce sont ces enfants qui vont rencontrer les mêmes problèmes. Et il est important de se battre pour résoudre ces problèmes pour que les enfants soient épargnés. Mais si vous ne vous battez pas, les enfants vont rencontrer les mêmes problèmes. Et bien que vos petits-fils vont rencontrer également les mêmes problèmes. Et ces problèmes vont faire que le pays ne puisse pas avancer. Alors c'est la grande parenthèse. Non, mais attendez, ce que vous dites est très important. Vraiment, notre rôle aussi c'est d'éduquer. Donc dans la grande parenthèse, les femmes ne s'intéressent pas à la chose politique parce que les femmes, en réalité, vous avez dit, les hommes doivent travailler pour les femmes pour rester dans la logique très africaine. Entre autres, il y a un système scolaire qui n'encourage pas la femme de prendre des décisions et de se placer également en avant. À côté, il y a des parents qui sont dans la motivation du découragement des enfants à se lancer dans la chose politique. Et par ricochet, nos enfants, vous et moi, les laisseront comme étant des esclaves à la solde, bien sûr, d'un système régnant qui répond aux injonctions de Paris et aux institutions occidentales. Alors, on vous a compris. Maintenant, 1984-2024, 40 ans, bien évidemment, après le coup d'État de 6 avril, quelle est votre analyse aujourd'hui? Est-ce que ce coup d'État, vous le vivez chaque jour ou vous l'avez vécu seulement en 84? Oui, de 1984 à nous, ça fait 40 ans. Ce que moi je dois conclure, c'est que ceux qui ont initié le coup d'État, peut-être avaient raison. Parce que l'équipe qui est là depuis 1982, en réalité, n'a pas de compétences. On peut conclure en 40 ans que n'avait pas de compétences. N'avait pas de compétences. Et c'est encore augmenté. Parce que vous pouvez ne pas avoir de compétences et décider d'apprendre pour augmenter vos compétences, pour augmenter votre niveau de production. Mais cette équipe ne s'est pas battue pour essayer d'augmenter sa prestation. Nous avons évolué jusqu'en 90 où est venu le multiparti, qui était une porte ouverte à la critique. La critique qui est l'échange qui vous permet d'améliorer vos performances. Mais ces critiques ont été plutôt comme ils ont plutôt reçu la critique comme si c'était pas une insulte, lorsque vous apportez une critique pour que on reçoit ça comme une insulte. Et la réponse est que on fait encore plus pire ce qui était fait qu'avant. Vous voyez qu'en 1992, pendant l'élection présidentielle, on parlait du détournement des deniers publics, on parlait de la corruption. Tout le président n'a plus besoin de demander les preuves. Quelques années après. Oui, moi il me souvient sans vous couper. Justement, oui. Je pense, si j'ai bonne mémoire, c'était bien sûr au cœur des années 2008, où lors d'un discours du 10 février, si j'ai bonne mémoire, le chef de l'État, après les tollés qui avaient bien sûr embrasé la presse, où on estimait qu'il y avait des détournements massifs de deniers publics, Paul Biya demandait aux Camerounais de lui ramener des preuves. Donc, je m'en souviens très bien. Voilà. Je m'en souviens. Donc, et comme s'il ne savait pas qu'il y avait des détournements de deniers publics, et comme il ne savait pas que l'autre était la caisse une caisse de stabilisation des prix des produits de base. C'est-à-dire que le président Aïdjo avait fait de cette caisse une caisse que sur le marché mondial, les prix des produits de base, c'est-à-dire cacao, etc., pouvaient chuter sur le marché mondial et que cette caisse continue à faire payer les prix tels qu'on s'est arrangé avec le planteur. Parce qu'il y avait de liquidité,
cette caisse faisait des bénéfices sur les ventes et garder ces bénéfices pour attendre des éventuelles crises qui pourraient venir. Mais en 1989, où il y a chute de matière du café et du cacao, le planteur est abandonné à lui-même. Ça, c'est déjà une preuve que le président de la République devait s'abstenir de ses propos. Mais il s'est exposé en demandant où sont les preuves. Mais des années plus tard, lorsqu'il a été persuadé que oui, c'est vrai qu'il y a des détournements, il a commencé à les arrêter, mais il n'a pas mis sur pied des mesures qui pourraient freiner les détournements des biens publics, tels que l'article 66 de la Constitution. Il n'a pas apporté la rigueur dans la gestion des marchés publics, de la façon avec laquelle contracter les marchés publics. Il n'a pas mis une rigueur dans le fonctionnement des fonctionnaires. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas les critiques de l'opposition. Il ne reçoit pas les critiques. Voilà ma conclusion entre ces 40 années, c'est que le président de la République n'a jamais écouté et il n'écoute pas les critiques. Il n'écoute pas les conseils. Il le ferme les yeux, il avance tout droit, comme un chauffeur de bus qui est aveugle. Le bus n'a pas de phare. Il est minuit, il a le projet d'arriver à Yaoundé. Les passagers sont derrière, il dit monsieur le chauffeur, il n'y a pas de visibilité, il faut t'arrêter. Ou bien donne le volant à une des personnes qui voit bien la route. Il dit non, je vais arriver moi-même. On est sur ça depuis, on est depuis jusqu'à nos jours. Merci infiniment, cher monsieur, pour votre réaction. Et merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés ce matin dans le cadre de cette émission de Laissons parler les gens sur les antennes de Djambo FM. Mesdames, messieurs, je vous le rappelle simplement, nous sommes un 6 avril. C'est une date historique pour le Cameroun. Dans ce coup d'état manqué de ce 6 avril, nous avions pris la peine d'écouter les extraits sonores de ce temps-là afin d'étayer chaque analyse que vous avez apportée ce matin sur les antennes. Nous ne faisons que notre travail, informer et éduquer, et quelquefois se divertir quand il le faut. 6 avril 1984, 6 avril 2024, 40 ans aujourd'hui, vous avez pris la peine bien sûr de nous laisser vos points de vue et peut-être convoquer une expression de Monseigneur Ndormo de glorieuse mémoire qui nous dira, avant de s'en aller, que le premier s'en ira sans dire au revoir au deuxième, le premier s'en ira sans dire au revoir au deuxième, le deuxième sera très embrouillé et le troisième sera Messie. Mesdames, Messieurs, sur ce, je vous quitte en vous donnant rendez-vous le lundi à la même heure, 9h, sur Djambo FM. C'était Laissons parler les gens, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook Djambo FM 91. Djambo, 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 Djambo. Djambo,